Effectivement, 30 000 hommes, en tout cas, c'est bien plus crédible que les 150 000 dont il était question jusqu'ici. Oui, c'est plus crédible, mais c'est encore beaucoup. C'est encore Trop beaucoup. pour l'Union européenne, là ? À trop pour les pays qui sont d'accord avec ce plan. C'est-à-dire, on parle de la France, de la Grande-Bretagne et d'autres pays, mais un pays majeur aujourd'hui de la défense et sur ces sujets de défense en Europe, c'est-à-dire la Pologne, par exemple, est vraiment opposé à ce plan. Parce que Donald Trump demande cette garantie de sécurité là aux Européens. Mais dans le même temps, l'administration américaine prévoit de retirer, elle, ses troupes du flanc oriental de l'Europe, des États baltes, peut-être de la Pologne, des Balkans. Donc aujourd'hui, un pays comme la Pologne considère qu'elle a juste l'armée suffisante pour se défendre elle-même, non pas pour aller donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Donc c'est là le paradoxe dans lequel met l'administration Trump les Européens. Et aujourd'hui, cette garantie de sécurité serait quand même très coûteuse aussi pour les Européens. Parce que la France, par exemple, dans ce plan de 30 000 hommes, enverrait peut-être l'équivalent d'une brigade. C'est-à-dire 5 000 hommes. C'est à peu près ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui en Roumanie, un peu moins. Ça coûte à peu près 1 milliard d'euros par an à l'État français. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les capacités financières, militaires ? Est-ce qu'elle a le choix ? Peut-être que le choix aujourd'hui des Européens est d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine. Peut-être parce que ces négociations sont peut-être une impasse pour la sécurité des Européens. Parce que peut-être que jusqu'ici, les Européens ont fait preuve de manque de courage et on en est là aujourd'hui. Non, mais je crois que vous avez énoncé toutes les faiblesses qu'il peut y avoir dans le discours. C'est-à-dire que l'énoncé des 30 000 hommes, c'est des capacités, en fait. Puisque de toute façon, on n'a pas la mission pour avoir cette force. Et donc, elle n'est pas déterminée, puisqu'elle est fonction d'un plan qu'on ne connaît pas. Que sans doute, le président Macron ne connaît pas dans ces détails non plus. Mais enfin, il est évident que les Britanniques et les Français sont capables de projeter ces forces-là. C'est capable, ça veut dire qu'il y a une décision politique. Et également, les capacités militaires existent. Alors évidemment, ça a un coût. Maintenant, si on veut rien dépenser, on passe l'Ukraine à par perte et profit et on rachète du gaz et tout le monde sera content. Donc là, on n'aura rien dépensé. Donc là, effectivement, on se retrouverait dans une situation proche de Munich. C'est-à-dire qu'on abandonnerait les Sudètes qui s'appelleraient l'Ukraine et puis voilà. Donc si on veut ça, on peut continuer. Par contre, si on veut participer, il faut avoir des vraies capacités. Les nôtres ne sont pas négligeables, elles sont bien réelles. Par contre, les Américains, eux, c'est eux qui ont toujours la baguette de l'orchestre à la main. Est-ce que vous voyez ça aussi, ce changement de ton de Donald Trump? C'est peut-être parce qu'il avait dans l'idée d'avoir les terres rares qu'il voulait, et puis Volodymyr Zelensky ne s'est pas laissé faire, quoi. Oui, c'est ça, ce sont les méthodes de Trump pour mettre une pression maximale sur Zelensky afin qu'il accepte en fait, ce plan de prédation économique que propose Trump à Zelensky pour obtenir un cessez-le-feu, puis plus tard, pourquoi pas, un accord de paix. Mais ce qui interroge véritablement aujourd'hui, et la petite musique qui monte quand même en Europe quand on regarde ce changement verbal de Trump depuis son investiture, il y a à peu près un mois, c'est on peut légitimement se demander si Donald Trump n'est pas sous influence du Kremlin. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs méthodes pour mettre la pression sur Zelensky. Il n'est aucunement obligé de reprendre mot à mot ou mot pour mot la propagande russe, la propagande du Kremlin. Et il y avait un livre très intéressant qui est sorti il y a quelques mois en France. Notre homme à Washington. Notre homme à Washington, de Régis Janté. Et là-dedans, on comprend les liens financiers, économiques qui lient Trump véritablement à la Russie. Et en Europe, se pose véritablement cette question aujourd'hui de savoir si le président américain est sous influence du Kremlin. Parce qu'il se comporte comme un agent du KGB ou un agent du Kremlin. Ça, c'est une question. Enfin, ça revient souvent quand même. Jean-François Boutors sur notre plateau disait la même chose hier. Il y a le Journal du Québec hier qui disait Donald Trump aujourd'hui se comporte comme un agent russe. Est-ce que c'est une musique qui monte en Europe ou pas? À Bruxelles, c'est quelque chose dont on entend parler. C'est vrai qu'on l'entend, on entend ces remarques, mais enfin. Pour le moment, il n'y a pas de preuve de cela. Enfin, il y a eu une enquête aux États-Unis, l'enquête Mueller, sur justement les influences, les ingérences russes dans l'élection de 2016.
Plus, effectivement, c'est étayé que le Kremlin a réussi à nouer des liens privilégiés avec le Parti républicain. Il y a eu pas mal d'influences, notamment. Oui, mais à aucun dans l'enquête du FBI, ils n'arrivent pas à incriminer directement Trump et le Kremlin. Donc pour le moment, enfin c'est ça qui fait. Enfin il y a eu une enquête et l'enquête n'a pas été concluante dans ce sens-là. Donc rien n'est étayé. On peut en effet relayer ces soupçons-là. En effet, on les entend beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas de preuves étayées. Ouais. Ouais. Alors, pardon, j'avance parce que Gwendoline de Bono, là, cette fois en Ukraine, voilà, ma langue ne fourche pas. Gwendoline, bon, je sais que vous avez froid, donc vite, on va vers vous à Kiev. Merci d'être avec nous cet après-midi. On a entendu les mots extrêmement forts, très violents de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky, qui le traite notamment de dictateur, qui affirme qu'il est très impopulaire en Ukraine. Est-ce que le président ukrainien a encore la confiance de sa population ? Alors en tout cas, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky aujourd'hui c'est 57%, c'est déjà beaucoup plus haut que le mois dernier, mais surtout s'il devait y avoir un sondage après la charge très violente de Donald Trump à son encontre, eh bien ce serait sans doute encore plus haut. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en qualifiant Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection, eh bien au fond c'est à la souveraineté de l'Ukraine que Donald Trump s'attaque. Il faut comprendre ici qu'une large majorité d'Ukrainiens s'opposent à la tenue d'élections pendant la guerre parce que logistiquement ce serait dangereux, parce qu'on ne sait pas comment faire voter les Ukrainiens qui se trouvent en territoire occupé. Et ça, même les opposants à Volodymyr Zelensky s'accordent sur ce point. Par ailleurs, un scrutin en temps de guerre serait contraire, et ça tout le monde le dit, à la constitution ukrainienne. Et puis, il faut bien comprendre aussi que ce narratif, ce procès en illégitimité que fait Donald Trump à Volodymyr Zelensky, c'est la propagande, c'est le narratif de Vladimir Poutine depuis un certain temps. Et ça, les Ukrainiens en ont bien conscience et ils réalisent, et c'est ça qui est difficile, que l'allié américain est en train de s'aligner sur l'ennemi russe. Et dans ces conditions, ils font bloc autour de leur président. Et pourtant, beaucoup ont des reproches à lui faire, notamment de gouverner en cercle fermé, de mal supporter la critique. Et puis, il y a eu cet épisode d'imposer des sanctions à l'ancien président Petro Poroshenko, qui est aussi principal opposant. Ça a été mal vécu en Ukraine, ça, parce que la société civile, elle est très active ici, elle est très forte. Mais il n'empêche, pour les Ukrainiens, le seul dictateur, c'est Vladimir Poutine. Et si ici, il y a cette impression que Donald Trump veut se débarrasser de Volodymyr Zelensky, pour l'instant, il ne fait que renforcer sa cote de popularité. Merci beaucoup, Gwendoline, avec Thibaut Bruck pour les images. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques... on sait que Petro Poroshenko, l'ancien président, se plaint de son traitement en Ukraine, mais la société l'a fait bloc. Alors, faire bloc, je serais beaucoup plus nuancé que vous, quand même. D'abord parce que leur institut de sondage lui donne 57%. C'est moins qu'avant, mais ça reste c'est moins qu'avant. Majorité. C'est beaucoup plus que les 4% affichés par Trump. Ouais. Donc peut-être qu'en faisant la somme des deux, en divisant par deux, on aurait quelque chose d'un peu plus exact. Alors attention, 57%, ça a été étayé par d'autres instituts de sondage, dont un sondage américain, qui parle de 56% de cote de popularité. Mais dire que faire bloc, je ne crois pas. Vous savez que moi, je regarde quand on fait bloc, c'est si les jeunes bougent ou pas. Or, les jeunes, c'est quand même très important en Ukraine. Et ces jeunes-là, ils ne se sont pas portés massivement pour défendre leur pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait par l'ancienne administration américaine, qui avait quand même dit 27 ans c'est trop haut, alors ils sont descendus à 25 ans, et puis ces derniers mois disaient non, vous devriez appeler les jeunes à partir de 18 ans. Ça n'a pas été fait. Vous savez, c'est l'ancienne administration américaine, en particulier, mais pas que les militaires, pas que le chef d'état-major, ils étaient assez sévères sur la manière dont ils conduisaient les affaires. Nous avons vu la malheureuse affaire de la brigade Anne de Kiev, qui s'est disloquée en rentrant en Ukraine par la faute des Ukrainiens, par leur mauvais emploi. Donc oui, il n'y a pas de, je pense, on ne peut pas dire que la population ukrainienne fait bloc derrière son président. Il est bien évident quand même qu'à force de se faire insulter de cette façon-là, il y a un certain nombre de gens qui vont dire zut alors, il insulte aussi l'Ukraine, donc c'est évidemment une très mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire, mais si je veux dire, si les Américains se mettaient à arrêter
totalement leur soutien en pièces détachées, en munitions et en matériel, l'armée russe irait un peu plus vite que le pas de fourmi qu'elle esquisse depuis 2 ans. Ouais. Arthur Kennison. Oui, il faut revenir aussi historiquement. Il y a une défiance des opinions publiques dans les pays de l'ancien espace soviétique envers la classe politique. C'est historique. C'est-à-dire que en Ukraine, avant la guerre, il y avait déjà une défiance de la part de la population ukrainienne vis-à-vis de sa classe politique. Corrompue, incompétente, etc. Et là, depuis le début de la guerre, le principal reproche qui est fait à Volodymyr Zelensky, c'est la conduite de la guerre. Mais en fait, il prend les reproches et la mauvaise conduite parfois de certaines opérations de la part de l'armée ukrainienne ont un impact sur sa popularité. Exactement. Mais quand même, ce que laisse entendre Gwendoline de Bono, alors c'est ce qu'on voit commencer à poindre, c'est tout juste. Est-ce qu'il y a une Ce sont des critiques sur un exercice finalement très solitaire du pouvoir, avec, comme le disait Gwendoline, une façon de très mal gérer quand même les critiques. Et c'est vrai que une certaine fébrilité. Les sanctions qui ont été décidées contre l'ancien président Poroshenko et 4 oligarques pour trahison, pour des faits remontant à avant 2022, avant le début de la guerre, ça a quand même fait beaucoup parler au Parlement ukrainien. Il y a même la prix Nobel de la paix ukrainienne de 2022 qui dit la pire chose à faire dans la situation que nous traversons, c'est de déclencher une guerre politique interne. Au même moment, vous savez, Zaloujny, qui était l'ancien chef militaire, évidemment, de Zelensky, qui a été extrêmement, et qui reste extrêmement populaire, qui était là au début de la guerre, qui a été limogé, envoyé ambassadeur à Londres, et qui sort un livre justement qui raconte sa guerre et qui aujourd'hui est très populaire. Et quand on fait manifestement des sondages d'opinion plus populaires éventuellement qu'un Zelensky, alors est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une certaine fébrilité? Poroshenko, lui aussi, l'ancien président, est un rival potentiel. Ce sont des questions qui se posent, mais il est certain que ces critiques tonitruantes du côté de Zelensky, en fait, suscitent un espèce de réflexe autour d'un président qui est critiqué, parce qu'au-delà du cas de Zelensky, c'est la remise en cause, en effet, de l'Ukraine tout entière. Évidemment, et on a vu